Sous le bandeau, émission numéro 41. Hey, déjà 41, ça n'a pas de sens. On en fait. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans maintenant qu'on fait de... Pas de la maçonnerie, mais qu'on fait de la radio. Pourquoi? 3 ans. Hey, c'est un beau chiffre aussi. Tout ça est parfait. Parce que si tu fais 41, tu fais 4 plus 1, ça donne 5. Ça fait 3 ans qu'on fait des émissions de radio. Puis on est rendu à la 41e qui équivaut aux 5. Bon, là, je vais commencer à faire des conspirations si ça continue. Mais bon, ça va bien dans cette journée de confinement. Il additionne ça avec 19 dans COVID, plus les chiffres dans COVID. Il fait quelque chose de conspiration, c'est sûr. On arrive au top de la pyramide, Sylvain. Comment ça va, mon Sylvain? Ça va très bien, toi. Comment tu te sens en cette belle journée ensoleillée? Je me sens confiné à la maison. Non, faut que j'aille faire un tour dehors après cette émission-là. Mais en fait, c'est que moi, aujourd'hui, en cette belle journée ensoleillée, c'est une journée fantastique pour moi parce que je vais faire ma bière. Donc là, aujourd'hui, j'ai pris mes... parce que c'est finalement le temps dans tout embouteiller, là. Fait que là, je suis très excité après ça de faire ça, là. Donc là, j'ai 4 caisses de 12 bouteilles, je pense. Ouais, je pense que j'ai 4 caisses de 12. J'ai 48 bouteilles en tout. Et donc là, à partir de ce moment-là, là, on a mis les bouteilles dans le lave-vaisselle pour les stériliser. Donc là, on va toutes les nettoyer. Puis après ça, c'est la procédure, là, quasiment rituelique, maçonnique, là. On va faire notre bière maçonnique sous le bandeau, là. Donc, on va faire ça cet après-midi. Donc, tout de suite après l'émission, là, les bouteilles devraient être stérilisées. Là. Donc, tout devrait être beau. Puis là, je pourrais genre capable de faire cette procédure-là. Donc là, c'est un moment fatidique pour moi aujourd'hui. Puis après ça, je vais aller dehors. Parce que là, ma fille, aujourd'hui, bon, ben, faut qu'on installe le nouveau panier de basketball à ma fille aussi. Donc là, il y a tout plein d'affaires. Là. Mais pour le moment, là, on est à la maison, mais après ça, on s'en va dehors. Puis vous autres, de votre côté, comment s'est passée votre journée? On peut vraiment sentir que l'été s'en vient, hein, parce qu'aujourd'hui, on pouvait sortir sans manteau. Alors, il fait quand même 22, 23 degrés. Alors, c'est très confortable, c'est agréable. Ça nous fait sentir l'été qui arrive. Alors, c'est enfin l'été au Québec. Et notre sœur Claudia, elle, qu'est-ce qu'il y en a pour elle? Ah oui, Claudia, toi? Moi aussi, ça va bien. J'aime ça. Le beau soleil comme ça dehors, là, ça remplit mon cœur de joie. Puis nous aussi, après, on va aller faire un petit tour dehors, vraiment prendre une marche au bord de l'eau, quelque chose comme ça. Ben oui, il faut en profiter, là. C'est juste parce qu'on est encore un peu en mode confinement, mais je veux dire, sinon, ça va quand même bien. Ça nous donne le goût de faire des activités dehors, de regoûter un peu plus à l'élément air et tout ça. Donc, non, c'est très agréable de voir ça. Puis, je vous souhaite de bien vous amuser aujourd'hui que ça après tout ça, finalement. Donc c'est ça. Puis toi, Claudia, sinon, à part qu'est-ce que Sylvain t'a posé comme question, y a-tu d'autres choses? Ça va-tu bien? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Mais c'est pas mal tranquille comme semaine. J'ai pas beaucoup d'autres choses à raconter que la semaine passée. Oh! Toujours la même chose. Excellent. Oui, en fait, il y a quelque chose de plus parce que cette semaine, elle a reçu son cadeau de fête. Ah oui, c'est vrai ça! C'est vrai, le cadeau de fête. Le fameux cadeau de fête. Mon cadeau de fête pour ma fête qui va être la semaine prochaine. Bon, parce que Sylvain était trop impatient de te le donner, t'es trop excité là-dedans, là, c'est sûr et certain. Donc là, pour les auditeurs, pendant peut-être 2 semaines, Sylvain m'a dit « Je t'ai commandé un cadeau ». Il m'a donné toutes sortes d'indices qui n'avaient aucun rapport ensemble. J'ai essayé de deviner. J'ai passé par des tonnes d'hypothèses pour finalement pas réussir à deviner. Le cadeau est arrivé cette semaine dans une boîte. Il n'y avait rien écrit sur la boîte. Moi, je travaillais tranquillement. Puis là, finalement, à l'heure du dîner, Sylvain dit « Viens voir le cadeau. Tu peux même l'ouvrir. » Là, il filme. Je viens pour ouvrir le cadeau. Finalement, j'ouvre le cadeau. À l'intérieur, j'ouvre la boîte. Je sors le papier bulle et Sylvain a déjà ouvert la boîte et a remplacé le cadeau par une caisse d'eau. C'est fantastique. Il y a un cadeau dans la boîte. Moi, j'ai dit à Sylvain que c'était une idée de génie, cette affaire-là. C'est fantastique parce que moi, j'avais pas pensé à faire ça avec ma conjointe. Et là, ça va me donner d'autres mauvais coups que je peux faire peut-être pour l'année prochaine. Donc, c'est fantastique. Mais j'ai quand même reçu le cadeau après. Parce que j'ai dit à Sylvain, mais là, si le cadeau n'est pas dans la boîte, ça veut dire qu'il est dans la maison. Il m'a dit, si tu le trouves, tu peux le garder. C'est ça. Je partais à la chasse au trésor, puis je l'ai finalement trouvé. Bon. Caché dans le panier de lavage. Eh là là. Ouais. Mais ça a pris beaucoup de temps. Je l'ai caché à un endroit que je t'assure qu'elle ne le trouverait pas.
Ah, ben c'est excellent. Fait que là, tu t'amuses, je pense, avec ton nouveau cadeau de fête en plus. Ça. Ah! C'est mon cadeau, comme ça, moi puis Sylvain, on va pouvoir jouer à des jeux ensemble. Ben oui, c'est ça. Vous avez eu une belle console. Ben, en tout cas, tu as eu une belle console. Faut pas dire. Tu sais, même si Sylvain, c'est en théorie donner un cadeau, là, tu sais, c'est pas nécessairement juste à Claudia, tu sais. Mais c'est bon, ça. Puis là, en plus, je pense à une panoplie de jeux que tu vas être capable d'expérimenter. Peut-être, si on est capable de trouver un jeu qu'on peut jouer en ligne ensemble, ça pourrait être intéressant. On va faire ça aussi. Moi, je peux te dire qu'elle a gagné un Xbox. Et moi, j'ai perdu un téléviseur. Check. Ouais. Je suis sûr que toi aussi, tu peux l'utiliser, Sylvain. Là. Faut pas dire. Là, je peux plus écouter mes émissions comme avant. Là. Maintenant, les séries, c'est terminé. La télévision, elle est maintenant monopolisée. Bon. Tu vois, là, les cadeaux empoisonnés qu'ils te donnent, c'est épouvantable. En contrepartie, il peut jouer avec aussi. Ben oui, c'est ça. Ça a des bons côtés. Ben oui, exact. Donc, écoute, bonne fête en avance, ma soeur Claudia, quand même. D'habitude, comme je disais, un moment donné, d'habitude, on le fête un peu partout à travers le monde. Tu sais, il y a 2 ans, on l'a fêté en Barcelone. L'année passée, on l'a fêté quand même à Montréal, mais là, cette année, ça va être un petit peu plus difficile. Comment tu prends ça? Peut-être l'isolation pour ta fête. Est-ce que c'est quelque chose qui t'affecte un peu ou tu gardes espoir? Mais je garde espoir, honnêtement. Mais j'ai des super amis, moi, dans la vie, puis les membres de ma famille proche aussi. Tout le monde m'appelle pour ma fête, donc j'ai la chance de parler un peu avec tout le monde à chaque année. Donc, je vois pas ça comme un problème. Ouais. C'est sûr que ça va être différent parce qu'on sera pas en personne, mais je vis ça très bien. Puis c'est ça que je disais à Sylvain puis à toi, Franco, cette semaine. Que ça va être notre thématique aujourd'hui. Est-ce qu'on a annoncé le sujet? Pas encore, hein? On a quand même mis le titre du sujet, là, qui était la franc-maçonnerie sur Internet. Là, donc, c'est juste le tease qu'on a fait aujourd'hui. Parallèle avec Internet, c'est ça. On fait tellement de Zoom pour le travail, pour travailler devant la journée, puis tout ça, devant l'ordinateur toute la journée. C'est ça que j'ai dit à Sylvain. J'ai dit, moi, j'avais fait pour toi un Zoom pour ta fête, mais je veux pas la même chose. J'en ai assez de Zoom. Je vais prendre des appels téléphoniques cette année. Ouais, ben c'est ça, tu sais, Zoom devient une nouvelle réalité aujourd'hui, puis pour certaines personnes, même année, de trop avoir d'Internet, c'est pas nécessairement bon. Fait que ça va être intéressant qu'on jase de ça aujourd'hui, puis tu sais, c'est relié avec le travail, autant ça être relié avec la maçonnerie et tout ça. D'ailleurs, j'aime ça saluer tout le monde qui nous écoute présentement là, sur les réseaux Internet. Donc, on a YouTube, qu'on a quand même des personnes qui nous écoutent sur YouTube. Et en simultané, on est sur notre page Facebook. On a Luc qui nous dit bonsoir à vous, mes très chers frères et sœurs. Donc, salut mon frère. Et on a Michael qui s'est joint, Claude aussi qui s'est joint. Donc, partagez-vous le mot. On va passer une belle après-midi ensemble. Et sur un sujet que je crois que c'est une grosse réalité que tout le monde vit présentement à cause du COVID-19. Comme je disais tantôt, ça fait... Tu sais, on est rendu maintenant à quoi? À 9-10 semaines qu'on vit sous le confinement. Là, j'ai pas vraiment calculé vite, là, mais si c'est depuis le début du mois de mars, ça doit faire environ 10 semaines là, qu'on vit cette situation-là. Et je crois que justement, la maçonnerie a évolué depuis ce temps-là. Et il y a peut-être des choses qui seraient importantes qu'on parle ensemble. Tu sais, si on va dans les nouvelles, j'aimerais ça qu'on regarde rapidement les nouvelles. Je vais juste voir si ça va s'afficher correctement. En fait, vous autres, vous le verrez pas. Ouais. Donc, je vais juste regarder les articles puis vous en parler. Mais sur le site de iram.be, dernièrement, en fait, ça a été, je pense, fait le 15 mai dernier. On parle donc un article dit c'est officiel, pas tenu au mieux avant septembre. Donc, les 8 principales obédiences maçonniques françaises, le GODF, la GLDF, le droit humain, la Grande Loge féminine de France, la Grande Loge nationale française, la GLTSO, la Grande Loge mixte de France, la GLAMF viennent de signer un communiqué commun dont le passage clé est « Au regard des incertitudes grèvant les connaissances scientifiques et médicales concernant le virus, son traitement et un possible vaccin, il incombe aux obédiences signataires, outre les autorisations des pouvoirs publics, à garantir à chaque sœur et à chaque frère les meilleures conditions de travail, les meilleures conditions d'accueil dans nos temples et locaux, dans le cadre d'un plan de reprise d'activité qui sera susceptible d'appeler
des adaptations à nos pratiques rituelles. Dans ces conditions, les signataires ont décidé de fixer une date commune de réouverture des temples et de reprise des travaux maçonniques de toute nature. Donc, cette reprise, dont la date sera communiquée dans les prochaines semaines, ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, intervenir avant le début du mois de septembre. Donc là, on parle ici du mois de septembre. Étant naturellement précisé que l'évolution de la situation sanitaire pourrait entraîner un nouveau report. Donc là, les plus grandes, en fait, les grandes puissances maçonniques en France ont décidé de vraiment tout reporter jusqu'au mois de septembre. Puis ça fait un petit peu de logique aussi dans un certain sens parce que on arrive de toute façon à la fin de l'année maçonnique. Tu sais, c'est un peu la même chose selon moi, la fin de l'année scolaire pour les enfants. Tu sais, à Montréal, présentement, ils vont tout reporter jusqu'au mois de septembre. Quoiqu'à Laval, là, on a quand même des cours par Internet là, qui se font, là, mais on voit que tout va se rapprocher vers le mois de septembre. Au Québec, on n'a pas nécessairement vu ça. Il y a quand même, les loges vont quand même faire un peu de tenue par Internet et tout ça, mais il semble d'avoir un accord commun avec ces obédiences-là, de juste pas rien faire puis d'attendre jusqu'au mois de septembre. Vous autres, vous en pensez quoi de cette nouvelle-là? Laisser Sylvain y aller, mais il a l'air de la même chose. Ben, en fait, je pense que présentement, c'est sûr que c'est très controversé parce que d'un premier point de vue, il y a des gens qui souhaitent, il y a des jeunes qui souhaitent retourner à l'école, ceux qui vivent des situations difficiles dans les milieux familiaux, qui des fois n'ont pas toujours l'aspect alimentaire de présent puis qui vont chercher ça à la maison. Ouais. Des fois aussi qui ont des difficultés au niveau de l'apprentissage, des choses comme ça. Donc, d'un premier point de vue, il y en a qui souhaiteraient que l'école soit réouverte. D'un autre côté, ben, c'est une question aussi de santé publique. Donc, c'est très dur de se prononcer là-dedans. Hein. On n'est pas des épidémiologistes, on n'a pas une spécialité là-dedans. Donc, c'est sûr qu'on souhaite toujours que la société fasse le mieux pour l'ensemble des citoyens, l'ensemble de l'humanité. Oui. Mais tu sais, à partir de ce moment-là, disons qu'on va recommencer au mois de septembre. Disons qu'on décide de tout, finalement, de s'entendre, tout va bien. On peut recommencer nos tenues au mois de septembre. Il y a un aspect important de cet article-là qui parlait justement de modifier nos rituels puis certaines gestuelles. Ça veut-tu dire qu'on va devoir, si nous autres, s'adapter puis faire des tenues à 2 mètres de distance? Les baisers fraternels, qu'est-ce qu'on va faire avec ça dans le futur? Est-ce que c'est des choses qu'on va perdre avec la maçonnerie? Est-ce que c'est des choses que... on dit qu'avec les années, depuis le début du rite écossais en 5 septembre en 1804, c'est sûr qu'il y a des choses qui ont changé avec le temps. Ça veut-tu dire qu'on va arriver bientôt à une réforme de la maçonnerie sur des nouveaux gestuels ou des nouvelles manières d'approcher un frère ou une sœur? Je t'avais pas bien compris, Franco, tout à l'heure. Je pensais que tu me demandais pour les écoles. Ah, ben oui, ben écoute, les écoles, les écoles de sagesse, tout ça, je pense que ça vient tout avec. C'est tout le même kit, là. Dans ce cas-là, ça va être toute une... Si en septembre, ça va dépendre comment aussi ça se développe, si les gens aussi sont plus à l'aise. Ça se peut aussi qu'on trouve... C'est pas impossible qu'on trouve un remède. C'est pas impossible que le virus disparaisse. Ça fait partie, on ne sait pas à quel pourcentage c'est possible, mais c'est dans les possibilités qui ont été invoquées par des scientifiques. Mais ensuite, ça va dépendre aussi de comment à l'aise les gens sont. Parce que présentement, on voit, là, c'est en train de devenir quelque chose d'ancré. Quelqu'un éternue, ben là, c'est comme... on a une réaction émotionnelle là, presque comparativement à avant où est-ce qu'on n'avait pas ce genre de réaction-là. Donc, je pense que ça va vraiment dépendre aussi comment on est prêt en tant qu'individu, en tant que collectivité à retrouver ce rythme-là puis retrouver la proximité physique aussi. Oui, hein? Ça, c'est sûr que ça va être un point intéressant de voir ça, comment que les gens vont vouloir. Parce que, tu sais, t'as raison, je vois à l'épicerie, puis les gens, tu sais, ils te regardent tout. Tout le monde se regarde comme si potentiellement on a tout le virus. Ils veulent pas faire nécessairement le move. J'ai été même... c'est sûr, j'étais allé marcher avec un de mes frères là, pour faire juste une marche de santé à la montagne. Puis c'est correct, là, on gardait notre 2 mètres de distance, mais même lui, même si on est quand même proche comme frère, le moment que, je sais pas, il y avait quelque chose qui se passait puis que je devais me rapprocher parce qu'il y avait d'autres gens qui s'en venaient, ben là,
lui, il avait déjà peur, puis il s'est quasiment lancé vers le mur parce que justement, il voulait garder cette distance, cette distance-là. Probablement que ça va continuer, puis ça va se perdurer. Mais tu sais, comment qu'on va faire après ça pour les initiations, il y a tout plein de choses là-dedans qu'il va falloir repenser. Le rituel en tant que tel, va falloir le repenser. Toi, Sylvain, quand tu regardes côté rituel, initiation, qu'est-ce que ça te dit, toi, post-COVID-19? Moi, je crois que prochainement, plutôt que de porter le tablier à la taille, on va peut-être le porter au visage pour se cacher la bouche et le nez. Peut-être qu'on va changer les gants blancs pour des gants de caoutchouc. Et peut-être que le couvreur aura comme mandat maintenant de vérifier les symptômes des gens avant d'entrer dans le temple. Et peut-être qu'au lieu de dire que le temple est maintenant couvert, bien, ça sera peut-être une autre phrase pour dire que le temple est à couvert et impénétrable par les virus. Donc, c'est sûr que ça va amener des changements. Faut garder en tête aussi qu'il ne faut pas devenir paranoïaque. Des épidémies comme ça, il y en a en moyenne à tous les 100 ans. Si on regarde dans les 3 derniers siècles, là, il y a eu la grippe espagnole, il y a eu la peste, il y en a eu plusieurs. Ironiquement, il y en a beaucoup qui venaient de la Chine. Hein? Je sais pas, ça semble être un foyer important d'où ça part. Pendant 100 ans, on a continué à se fréquenter, à serrer la main, à se faire des triples bises. Je pense qu'on pourra continuer. Il ne faut pas venir fou avec ça. On pourra continuer, mais il va falloir s'adapter. Oui, probablement. Oui, c'est ça. C'est une question d'adaptation, mais je sais pas. Tu sais, il faut-tu temporairement une adaptation ou ça va être quelque chose qui va être à long terme? Je crois pas honnêtement que ce genre d'adaptation-là va falloir qu'on le fasse à court terme. Tu sais, peut-être que oui, la question de se laver les mains, peut-être que c'est quelque chose que les gens j'avais peut-être jamais fait, tu sais. Mais à part ça, je crois pas que il va y avoir des choses, il va falloir qu'on garde comme certaines mesures. Y a-t-il vous autres des choses que vous croyez vraiment que post-COVID, on devrait garder comme précaution qu'on prend présentement? Bien, peut-être, d'abord, dans les temples, d'installer des trucs pour se laver les mains. Là, ça va être prioritaire, je crois. Puis d'être prudent, de ne pas tousser dans le visage de nos frères et sœurs. Puis moi, je suis pas pour ceux qui croient qu'il va falloir porter le masque en tenue. Là, je pense que ça va enlever une certaine dimension mystique à l'expérience. Là, mais bon, je pense que c'est une question de s'adapter. Oui, il y a des choses qu'il va falloir changer dans nos habitudes. Peut-être les triples bises, ça sera peut-être à revoir parce que c'est quand même un contact très proche. Oui, mais c'est ça. Mais je disais, moi, ça revient encore à ça. Je disais, tu sais, puis je veux pas qu'on embarque dans un débat de politique nécessairement, mais les triples bises puis tout ça, tu sais, je veux dire, la grippe, écoute, on peut tout attraper de la grippe, puis il y a même des gens qui peuvent en mourir aussi, là, tu sais. Fait que faut-tu vraiment, tu sais, couper certaines de nos libertés qu'on se permettait pour justement essayer de prévenir dans le futur? Je sais pas, moi, je crois pas que c'est des solutions à long terme, là. C'est juste pour ça, je crois. Tu sais, oui, des solutions comme se laver les mains, ça peut avoir de l'allure, mais par après, je sais pas, je pense que ça vient juste plus alimenter nos chaînes, nos peurs là-dedans, là, qui vont se maintenir, non? Non, mais tu sais, il semblerait que nous, les francs-maçons, on a accès à des médecines que le reste du peuple n'a pas accès. Donc, nous, on guérit en 3 jours. Oui, c'est ça. Fait que ça se passe bien, ça. Ben oui, c'est ça. Ça peut pas arriver, ça. Donc, on est immunisé contre ça. Mais non, pas à ce point-là. On en rit, là, mais non pas à ce point-là. Oui. Ben, en fait, on en rit, puis ça fait partie de ma suite de nouvelles qu'on a eues cette semaine. C'est que, comme certains probablement vous le savez qui écoutent l'émission, il y a notre frère Georges Larac qui a attrapé le corona, donc le COVID-19, et a été hospitalisé pendant 2 ou 3 jours, je me souviens bien, et a réussi à sortir de l'hôpital, pas indemne. Je veux dire, il est quand même sorti avec le virus, mais il a été isolé 15 jours chez lui, mais il se portait très bien. Puis la raison pourquoi
pourquoi. Puis là, en fait, c'est que les gens disaient, ben là, c'est pas normal que Georges Larac sorte de l'hôpital aussi rapidement. Il y a probablement eu un traitement de l'hydrochloroquine avec du zinc et tout ça, puis c'est seulement réservé aux élites et tout ça, puis que les autres l'auront pas. Puis là, écoute, sur la toile, c'était épouvantable là, comment ça s'était activé, tu sais. Mais en réalité, Georges a montré qu'est-ce qu'il a pris, et c'était un de ses amis qui était naturopathe, qui a prescrit des traitements naturopathiques à Georges, et ça a fonctionné. C'est tout simplement ça, tu sais. Ça veut pas dire que ça va guérir il avait quand même, je crois encore, le COVID, mais ça l'a aidé à accélérer sa guérison, tu sais. Donc, c'est juste un traitement qu'il a pris, puis je me souviens pas c'est quoi les produits, mais il a montré les bouteilles exactement, mais pour lui, c'était juste ça, tu sais. Mais c'est facile de voir aujourd'hui, puis ça revient encore au sujet d'Ordo Chaos, mais les gens vont tomber beaucoup dans la conspiration, inventer des histoires, se former des peurs. C'est ça. Là, pour moi, c'est tout ça. C'est un gros syndrome de peur là-dedans. Les gens se font des peurs et ils en croient tellement de ces peurs-là que ça leur génère toutes sortes de chaos un peu partout. Là. Puis on l'a vu là, pour ça. Écoute, il y avait une dame qui avait écrit, je me souviens plus c'est quoi son nom ou puis sa fonction, mais cette dame-là avait écrit publiquement, c'est une professionnelle de la santé qui a écrit un article contre Georges Larac, OK? Et là, elle avait pris un vieil article du site de iram.be qui était, en fait, cet article-là parlait d'un livre qui avait été écrit par quelqu'un qui avait repris les ouvrages de Léo Taxil, OK? Et c'est cet ouvrage-là, en gros, ça listait tous les degrés de la franc-maçonnerie, OK? De 1 jusqu'à 33. Et là, ça disait tout ce que... c'était quoi le résumé de ce grade-là? Et le 33e degré, c'était qu'il vénérait Lucifer. Donc ça, c'était son texte qui était fait. Puis c'est écrit au gros, là, c'est un texte anti-maçonnique créé, basé sur Léo Taxil. Puis on a déjà expliqué dans les émissions. D'ailleurs, vous irez voir l'émission numéro 3 que je parle de long en large à propos de Léo Taxil, puis toute la désinformation. Donc cette personne-là, au Québec, a créé un post avec la photo de Georges Larac en décor maçonnique qui serrait la main du grand maître Marc David, OK? Et là, expliquait pourquoi qu'il a guéri aussi vite. C'était à cause qu'il y a eu un traitement de faveur et tout ça, et que là, il montrait toute l'échelle, puis que finalement, au 33e degré, il vénérait en plus Satan. Là, je vais, mais voyons donc, ça n'a pas de sens. Mais ça revient à ça, tu sais, ça revient des fois que les gens sont confinés dans leur cabinet de réflexion. Là, il y a plein de peurs puis de schèmes qui commencent à apparaître, puis on les voit réagir. Là. Puis je suis pas mal sûr que toi aussi, t'en vas de ton côté, là, Sylvain, là, dans ton feed Facebook. Là. Écoute, Franco, c'est curieux que tu ouvres le sujet parce que à chaque fois qu'on voit une vidéo qui vient parler, parce que quand la franc-maçonnerie, là, ça transporte un certain secret et ça fait vendre, ça fait faire des clics, là, tu sais. Ouais. Et quand tu as une église, puis tu vas aller chercher des membres, bien, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu crées un ennemi invisible. Hein? C'est à cause de Satan, c'est à cause des francs-maçons, des Illuminati. Et là, c'est un beau moyen, ça, pour recruter des membres dans son église. Donc, ils vont se servir de la maçonnerie pour laisser courir des messages comme ça pour que des gens naïfs ou des gens qui sont plus vulnérables voient ça et disent « Oh mon Dieu, hey, je savais pas, c'est les francs-maçons qui contrôlent le monde. » Fait que là, ils s'intéressent tout d'un coup à cette église-là, puis ils vont y adhérer. Et moi, là, je vous dis, il y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'écoutais une vidéo que quelqu'un m'a envoyé. Ça commence, le type, il est politicologue, il a fait plusieurs citations aux Nations Unies, c'est un docteur allemand. Là, tu dis, hey, bon, enfin, quelqu'un qui va parler comme, qui va dire quelque chose d'intéressant. Et là, le monsieur, il commence à parler, puis la première chose qu'il dit, c'est que les francs-maçons, les Illuminati, c'est tout ensemble, c'est luciférien. Et à peine 2 minutes plus loin dans la vidéo, il sort sa Bible, puis il commence à parler de Jésus. J'ai rien contre Jésus. Au contraire, moi, je suis un croyant comme la plupart des gens d'entre vous. Sauf que ce qui me dérange, c'est que l'idée, c'était de véhiculer cette église-là, ce message-là, mais ils se sont servis du mot franc-maçon pour faire tourner et avoir des clics. Parce que quand tu mets ça, le franc-maçon, sur YouTube, là, ça génère des clics, c'est comme ça. Oui. Ça attire la curiosité. Et même là, 2 semaines, Franco, puis sans vouloir prendre toute la parole encore, il y a quelqu'un qui m'envoie une vidéo d'une dame qui en fait, qui est une Française qui vit aussi au Québec. Et cette dame-là cite qu'elle a été abusée sexuellement, elle a fait partie de rituels sataniques et tout ça.
Et pourtant, le titre du vidéo, c'est « Les francs-maçons, pédophiles, toute l'affaire ». Et tout au long du vidéo, pendant que la personne l'interroge, il n'a jamais été question de franc-maçon, sauf à un moment où ils ont dit « Est-ce que vous saviez que votre agresseur, là, dans quoi qu'il était? » Ah, ben, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était peut-être d'un franc-maçon. Ça a été juste ça qui a fait que le titre du vidéo portait la franc-maçonnerie, là, puis les abus d'enfants. Fait que, tu sais, on peut voir que c'est fortement utilisé, le nom de la franc-maçonnerie. Puis la maçonnerie ne se défend pas, ne porte pas d'attention ou d'importance à ces trucs-là, parce que c'est tellement faux, c'est tellement frivole, c'est tellement imaginatif puis dépassé que on regarde ça et on se dit, ben voyons donc, ça n'a aucun sens, ça n'est rigolo quand on voit ça. Puis, il faudrait que les gens aient un peu plus de discernement, puis approfondissent leur enquête avant de croire des choses comme ils peuvent être cités là. Ouais, exact. Et encore, je veux dire une autre chose. Vas-y! Il y a quelques années, il y a quelqu'un qui a voulu me recruter dans une église et qui m'a même offert 10 000 $ si j'acceptais de rentrer dans son église et de faire une vidéo sur YouTube pour dire que la maçonnerie, c'était satanique. Je peux te dire que j'ai refusé parce que c'est vraiment pas ça, mais juste pour te dire comment ça peut aller loin. Oui. Effectivement, ça peut aller très loin, ce genre de situation-là. Puis je pense qu'on en voit beaucoup présentement sur Internet. Puis tu sais, on peut parler plein de nouvelles. Là, tout ce qui parle avec QAnon puis des affaires comme ça. Il y a plein d'informations. Il y a plein de désinformations aussi. Il faut faire attention de ce qui se passe. Et avec tout cet Internet-là, en fait, il y a quand même du bien là-dedans. Si on continue rapidement dans les nouvelles, il y a le 27 mai, Sylvain, Claudia, on fait une autre conférence sur la franc-maçonnerie. Claudia, tu voudrais peut-être plus en parler de cette conférence-là qu'on va faire? Oui, avec plaisir. Donc, en fait, c'est une conférence qui parle en général de la franc-maçonnerie. Donc, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est la franc-maçonnerie, c'est quoi l'objectif, puis on va vous familiariser un peu avec les grands concepts, les grands thèmes, vous présenter différentes obédiences, des francs-maçons célèbres qui ont été présents tout au long de notre histoire, vous parler un peu de notre expérience personnelle aussi, et puis vous pourrez aussi nous poser des questions durant la conférence. Donc, on sera en mesure d'échanger avec vous sur le sujet pour que vous puissiez en apprendre plus justement sur la franc-maçonnerie. Donc, c'est pas seulement notre grande loge, c'est vraiment sur la franc-maçonnerie en général. Donc, on va parler des différents rites, des différentes façons de la pratiquer aussi. Exactement, puis c'est le 27 mai prochain à 19h, heure du Québec. Donc, c'est sûr pour ceux et celles qui sont en France, qui voudraient venir se joindre, ça va être un peu tard pour vous. Mais sinon, je veux dire, ça vaut la peine de se coucher tard, tu sais, pour ça. Fait que c'est quelque chose qui est intéressant. Mais on va parler de maçonnerie. Donc, si vous avez des questions, n'importe quoi, là, vous avez des questionnements, n'hésitez pas, venez nous voir, on va être capable de vous répondre. Ça va être une belle expérience. Ça fait déjà, c'est notre deuxième qu'on le fait par webinaire. D'habitude, on le fait toujours en direct. En fait, on loue une salle à Montréal puis on fait cette conférence-là. Ça fait quand même plus d'1 an qu'on fait ça, les trois ensemble. Mais là, on a commencé à le faire sur Internet parce qu'on doit s'adapter avec la situation. Et on attire autant de monde sur Internet. Donc, je vous le dis, vous irez sur notre page Facebook, facebook.com/sous-le-bandeau. Dans l'onglet événements, vous allez voir que l'événement est là. C'est le 27 mai prochain. Et oui, Sylvain, t'allais dire quelque chose? C'est important de dire que c'est une vidéo qui s'adresse aux profanes. Ouais. Donc, si vous êtes maçon, vous avez des profanes qui veulent avoir plus d'informations sur tout le fonctionnement d'une loge puis de la maçonnerie en général, c'est excellent pour eux. Donc, c'est vraiment adapté pour les profanes. Oui. Exactement. Donc, viendrez voir ça. Et via notre page facebook.com/sous-le-bandeau, vous avez toutes les informations qui sont là aussi. Finalement, comme dernière nouvelle, avant qu'on aille dans le vif du sujet, on a des nouvelles émissions pour nos membres Patreon. Donc, parce que on les aime, nos membres Patreon. Et on a fait un concept qui s'appelle, en fait, Sous le bandeau pour les fans. Donc, je n'étais pas très original avec le nom, ça, je peux vous le dire. Là. Mais c'est pour vous autres, c'est pour les fans, c'est pour les membres Patreon. Et
en fait, pour tout le monde, mais c'est majoritairement pour les membres Patreon. Et là, on est rendu déjà à 2 émissions. Donc, la première émission que j'ai faite avec Thévenin, on a parlé de l'équilibre, qui était une émission sensationnelle. Ça a duré 25 minutes. En fait, les capsules durent environ entre 20 et 30 minutes, là, habituellement. Et la dernière émission qu'on a fait, qui était la semaine dernière, avec notre frère Raymond, qui est membre Patreon aussi. Et on a parlé sur le parrainage en franc-maçonnerie. Comment c'est important, spécialement durant la crise du COVID-19, tu sais, comment ça peut être important. Puis d'ailleurs, on pourra peut-être en parler aussi, puis je pense que ça peut faire partie des communications par Internet et tout ça, là, tu sais. Mais vous irez voir ça. Donc, pour écouter ces émissions-là, vous devez être membre Patreon, donc 3 forfaits à 3 $, 5 $ et 7 $. Et ces émissions-là sont exclusivement pour les membres Patreon durant le premier mois. Et le mois suivant, on va les mettre sur la plateforme YouTube. Donc, ce sera uniquement sur YouTube, ces capsules-là. Donc, si vous avez des sujets, le micro est littéralement à vous. Donc, vous me communiquez, vous allez sur notre page Facebook encore une fois et vous envoyez un message en privé, vous vous dites « Hey, j'aimerais ça parler de tel sujet. » Ça peut être un sujet maçonnique, ça peut être paramaçonnique. Et on ouvre le micro et on jase avec vous. Puis si vous voulez pas que ce soit moi à jaser, ben vous pouvez demander Sylvain. Vous pouvez faire un 25 minutes avec Sylvain. Quoi qu'avec Sylvain, ça risque d'être plus 1 heure. Mais bon, c'est pas grave. Si vous voulez avoir une bonne conversation avec Sylvain, vous pouvez le faire. Ou sinon, avec Claudia aussi, je suis sûr que ça va lui faire plaisir de participer à cette émission-là. Donc, on fait ces capsules-là, puis on les distribue à tous les mois pour les membres Patreon. Donc, vous irez voir ça, patreon.com/sous le bandeau. On est déjà rendu à 2 émissions. On regarde pour une 3e émission. Et c'est vraiment intéressant de parler avec vous autres, avec les fans, parce qu'on a une autre vision un peu de la maçonnerie, de la spiritualité et tout ça. Puis c'est vraiment le fun de voir ça. Donc, c'était pas mal les nouvelles aujourd'hui qu'on avait. D'ailleurs, pour le sujet d'aujourd'hui, si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas dans les chats. Envoyez-nous des messages. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos messages. La maçonnerie, présentement, sur Internet, ça fait quand même, comme je disais tantôt, plus de 10 semaines là, qu'on est en confinement. Plusieurs loges ont commencé à faire un mouvement vers l'Internet. À ce que j'ai compris, il y avait déjà des loges qui existaient depuis 2006 qui utilisaient des formes de communication par Internet pour faire des loges, mais c'était assez controversé dans ce temps-là. Là, les gens vont de plus en plus sur Internet. Puis c'est pas juste pour la maçonnerie, c'est pour tous les cadres de métier. Le meilleur exemple, c'est ma femme qui est sexologue clinicienne, que maintenant sa clientèle est uniquement par Internet. Elle travaille 40 heures semaine sur son Zoom. J'imagine, Claudia, tu es dans une situation aussi similaire, que le Zoom est pas mal super important. Tu sais, Zoom, Google Hangout ou Google Meet ou peu importe, tu sais, webinaire et tout ça. Mais on va vers ça. Donc, la maçonnerie, les frères et sœurs, certaines, comme je disais tantôt, ont décidé de faire des loges par Internet. Je pense qu'il y a quand même du pour puis du négatif, du contre là-dessus. Si je vous fais un tour de table rapidement pour avoir votre opinion, qu'est-ce que vous pensez, vous autres, de ça, ce mouvement-là vers l'Internet? Est-ce que vous envoyez du positif, du négatif? Je sais que Sylvain pointe Claudia, mais j'aimerais ça entendre en premier, Sylvain, parce que tu parles pas assez, Sylvain, puis j'aimerais ça avoir ton premier feedback, puis après ça, on ira avec Claudia, puis on va essayer de faire un bon petit melting pot là-dedans. Et, moi, je suis novice en termes de tenue sur Internet. Hein, donc, j'ai participé à 2 ou 3. Je ne croyais pas qu'on pourrait ressentir l'égrégore du groupe. Et ironiquement, c'est arrivé. Donc, même si c'était sur Internet, j'ai quand même ressenti la connexion. Et surtout à la fin, ensuite, quand on a fait la gap, puis on a allumé toutes les caméras de tout le monde, mais de se retrouver avec des gens de tous les pays. De ce côté-là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'est un autre type de tenue qui nous rapproche et qui éloigne les frontières, en fait, chose qu'on n'a pas habituellement parce que quand on se rencontre en loge, en physique, oui, c'est une belle expérience, mais on peut pas avoir en même temps des frères ou des sœurs de la Belgique ou de l'Allemagne là, qui peuvent être présents avec nous. Ouais. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose de nouveau, mais qui risque de faire son chemin avec le temps. C'est sûr que ça remplace pas une tenue en loge, mais je pense qu'il pourrait y avoir une place dans le futur pour ça. Peut-être ça va contrarier certains traditionnalistes de la maçonnerie qui vont dire, ou des conservateurs qui vont dire non, on change pas ça, ça reste comme ça, puis
Mais je pense qu'il faut évoluer à quelque part et le COVID nous amène dans cette position-là de remettre en question nos us et coutumes et de s'adapter à la situation. Oui. Toi, Claudia? Moi, je partage beaucoup l'opinion de Sylvain sur plusieurs points. Pour moi aussi, c'était la même chose. Je pense que j'en ai parlé dans les émissions un petit peu avant, à travers, que moi non plus, je ne savais pas si on allait ressentir l'égrégore, que finalement, je l'ai ressenti. Que j'ai trouvé que le déroulement, c'était très bien. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là de partout. J'étais contente. J'ai pu voir mettre des visages même sur des noms de certains de nos auditeurs. Des choses. Donc ça, c'est vraiment le fun. Je trouvais que c'était bien parce que ça nous a permis d'être ensemble pendant la durée de la tenue. Sinon, j'aurais jamais pu être ensemble parce qu'on était tous de plusieurs continents. Donc, il y avait autant des gens qui étaient en Afrique, il y avait des gens qui étaient en Europe, en Amérique du Nord, dans les Caraïbes. Donc, tu sais, c'est la capacité qu'on avait d'être tous ensemble à ce moment-là, malgré la distance physique, et de pratiquer la maçonnerie. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. D'ailleurs, je trouve que ça pourrait être quelque chose qui pourrait même perdurer, d'avoir une loge virtuelle internationale ou quelque chose comme ça, tu sais, qui permettrait justement de faire ça puis de se rencontrer. Je suis aussi d'accord avec Sylvain quand il dit qu'avec les tenues virtuelles, c'est sûr que ça ne remplace pas les tenues en personne. Je suis d'accord avec ça aussi parce que c'est très différent. Le vécu est très différent. Le setup d'être dans un contexte, ça facilite le travail maçonnique, c'est sûr. Mais ça le rend pas, c'est pas une obligation, mais c'est très facilitant par contre. Puis c'est sûr aussi que je trouve que voir les gens en personne, ça fait du bien. Tu sais, ça fait du bien de se voir puis de se serrer dans nos bras. Là, il n'y a pas ça. Il l'aura peut-être pas pour un bout de temps, mais c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. En contrepartie, par exemple, moi j'ai un petit downside par rapport à ça aussi, c'est que justement le fait d'être beaucoup... En ce moment, tout se fait sur Zoom. Tu veux voir des amis, tu veux voir de la famille, tu veux faire un 5 à 7, tu veux partager quelque chose avec quelqu'un, tu veux travailler, tout se fait par Zoom. Des fois, quand les tenues, mettons, sont le soir en semaine, après avoir passé une journée à faire justement des webinaires ou des rencontres virtuelles ou des choses comme ça, ou d'être devant l'ordinateur toute la journée, d'aller souper, revenir, puis passer un autre 3 heures devant l'ordinateur, je peux trouver ça long. Des fois, j'ai le goût d'aller prendre une marche. Fait que c'est sûr que c'est le côté... qui est différent parce que d'habitude, mettons, je finirais de travailler, j'irais directement sur place, là, on voit du monde, on bouge, on se déplace, on fait notre tenue, il y a les agapes après, donc c'est quand même différent de ce côté-là. Donc, moi, c'est le côté que j'ai moins aimé, mais je suis quand même très favorable aux tenues sur Internet, puis à la poursuite de ce côté-là. Je pense qu'il va falloir trouver un équilibre. Ben oui, trouver un équilibre, puis je crois aussi que éventuellement, tu sais, quand on va être déconfiné, tu sais, si on continue à faire des loges par Internet, ben justement, tu vas l'avoir cet équilibre-là parce que tu vas être capable de retrouver tes habitudes de vie normales et tout ça, puis une fois de temps en temps, rencontrer tes frères et sœurs internationaux. Ben ça va combler quelque chose que peut-être justement pour quelqu'un qui est pas capable de voyager. Moi je trouvais ça fantastique parce que tu sais, je me disais, tu sais, nous trois, on est quand même privilégiés dans tout ça parce qu'on est capable avec notre maçonnerie, de voyager un peu partout à travers le monde puis de rencontrer des frères et sœurs. Tu sais, je me souviens, il y a 2 ans, quand on est allé faire notre tour en France, visiter tu sais, les loges à Paris, les loges à Bordeaux et tout ça. Puis après ça, on est allé à Barcelone, puis ainsi de suite. Fait qu'on a cette chance magnifique, tu sais, de pouvoir vivre ce maçonnerie-là internationale, mais le fait d'avoir une loge par Internet, je trouve que, pour moi, personnel, je peux me donner mon opinion là-dessus. Moi, mon expérience, je l'ai trouvé fantastique, tu sais. Sauf que des fois, je dois avouer que pour moi, si je fais disons que quand j'organise mes tenues maçonniques à moi, comme vénérable maître, puis derrière mon bureau et tout ça, je suis centré, tu sais, comme Sylvain disait, je peux ressentir l'énergie et tout ça, mais je dois avouer que j'ai participé des fois à des tenues par Internet, même jusqu'à tout récemment, et faisant la tenue via, tu sais, parce que j'ai 2 setups, quand je fais mon setup pour mon vénérat-là,
je change ma caméra et tout ça, puis c'est un peu différent. Mais quand que je participe à des loges, j'ai pris le même setup, en fait, que configuration. En fait, la même configuration qu'on me voit présentement, mais j'étais avec mes décors maçonniques et tout ça. Puis j'ai remarqué que j'avais pas la même concentration à la tenue, tu sais, parce que j'étais quand même distrait avec tout ce qui se passait dans mon écran, donc il fallait vraiment que je ferme tout pour rester concentré à faire ma maçonnerie, tu sais. Donc il y a peut-être ce petit aspect-là pour moi, personnellement, que j'ai été un peu distrait, mais sinon, l'essence est là, tu sais, le fait de, tu sais, une tenue maçonnique, je veux dire, on n'en a pas souvent parlé, mais tu sais, c'est quoi en réalité, tu sais, je veux dire, c'est un ramassis de rituels, de lecture de planches, de communication entre frères et sœurs, puis de spiritualité là-dedans, tu sais. Et je crois qu'on peut quand même le faire à l'intérieur d'une loge Internet. Je pense qu'on l'a prouvé qu'on était capable, sauf qu'on doit s'adapter. Et là, moi, dans les commentaires que j'ai reçus dans le passé pour ça, de certains frères et sœurs, c'est que on dénaturait, en fait, on nous disait qu'on dénaturait le rituel. Puis ça, là-dessus, j'aimerais ça vous entendre, voir, vous autres, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous croyez vraiment que la loge n'est pas nécessairement une vraie loge à cause qu'on modifie le rituel? Parce que je crois qu'on n'a pas le choix de modifier ce rituel-là. Moi, je dirais que l'important, c'est l'intention. Ouais. Et l'intention des frères et sœurs est de s'unir ensemble puis de faire la tenue. Le rituel est un guide pour nous amener dans un certain égrégore et je vous dirais même à créer une certaine énergie. Mais de là à dire de le dénaturer, c'est parce qu'il y en a qui sont plus traditionnels ou conservateurs, là, mais je les respecte dans leur position. Hein. La maçonnerie, c'est la liberté de penser. Donc, mais moi, je trouve pas qu'on dénature. Oui, on a adapté un petit peu, là, parce que là, ça fait loin pour aller allumer une chandelle si le maître de cérémonie est à Sherbrooke, puis que le vénérable maître est à Montréal. Là, ça fait un petit peu loin pour venir allumer les lumières. Mais sinon, moi, je pense que c'est pas dénaturer le rituel là, du tout. C'est tout simplement de l'adapter. Tu sais, si on se rappelle, par exemple, durant la Deuxième Guerre mondiale, quand les maçons ont été arrêtés par Adolf Hitler puis amenés dans des camps de concentration, bien, il y a des maçons qui se réunissaient en secret dans les dortoirs durant la nuit pour se faire un petit rituel maçonnique. Bon, est-ce que là, le rituel était dénaturé parce que là, il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Non, l'important, c'est qu'est-ce qu'on a dans le cœur au moment où on s'unit ensemble. C'est ça qui est important. Oui, c'est important. Tu as apporté un point important avec le myosotis, justement, la fameuse fleur bleue que les maçons portaient. T'sais. Ils ont dû remplacer l'équerre et le compas par cette fleur bleue-là parce que sinon, ça peut être dangereux. C'était déjà dangereux pour leur vie, mais ça serait encore plus parce qu'ils se faisaient assassiner, ils se faisaient tuer littéralement. Donc, ils devaient changer le rituel et tout ça, leur symbole aussi. Là. On peut dire aussi là, que les gens qui croient que la maçonnerie, là, c'est le 4e Reich nazi, là, arrêtez-moi ça, là, parce que vous ne connaissez pas votre histoire. Si vous véhiculez des choses comme ça, vous êtes complètement dans le champ. Les maçons ont été persécutés au même titre que les Juifs, que les autres cultures, par l'Allemagne nazie. Alors, on est loin de faire partie de ça, là, s'il vous plaît. Si jamais il vous prend une envie, là, appelez-moi puis je vais vous raisonner, ça ne sera pas là. On va mettre le numéro à Sylvain là, dans la barre défilante en bas. Là. Mais non, mais c'est ça. Donc, toi, Claudia, tu penses de quoi, ça, tu sais, des gens qui disent qu'on dénaturalise le rituel en faisant des tenues par Internet? C'est le fun qu'on parle de ça parce que j'ai eu la chance d'échanger avec justement des gens dont c'est le point de vue. Et puis, pour commencer, moi, j'ai travaillé avec toi sur Franco, sur l'adaptation du rituel. Donc, c'est sûr qu'on a tenté au mieux possible de le garder le plus dans son intégralité sans changer les choses le plus possible. Mais il y a certaines choses que, vu les moyens technologiques, on n'a pas le choix de changer. Mais je trouve que, somme toute, on peut dire qu'on a changé on a adapté peut-être 2% du rituel. C'est vraiment un très faible pourcentage. Donc, mais c'est sûr qu'il peut y avoir certains gestes ou paroles qui ne sont pas là ou qui sont faits différemment, mais c'était vraiment à cause de la technologie. Par la suite, moi, j'ai
j'ai pas tendance à penser que ça dénature le rituel. C'est sûr que dans l'optique où est-ce qu'on peut garder le rituel est une source de connaissances très importante. Puis il y a une raison à tout dans le rituel. Chaque phrase, chaque geste a une raison. Ça, c'est certain. Donc, c'est sûr que si on est capable le plus possible de maintenir cette sagesse-là et cette transmission de la connaissance à travers le temps, c'est excellent, c'est ce qu'on souhaite. Mais en quelque part, par exemple, il faut être capable de voir au-delà de ça, selon moi, parce que si, en tant que maçon, on pratique notre maçonnerie, donc qu'on répète le rituel, qu'on le pratique, on va l'intégrer davantage. Puis en l'intégrant davantage, ça va nous aider. Moi, ça m'arrive souvent dans certains moments de ma vie, là, il va se passer quelque chose, puis là, tout d'un coup, pouf, il y a une phrase de rituel qui apparaît, puis je me dis, ça me donne un guide pour agir avec les valeurs morales que je porte. Donc, le fait de le pratiquer, de l'entendre plus souvent, ça peut juste être bénéfique. Ça va juste faire en sorte qu'on va se l'approprier davantage, on va le pratiquer davantage. Puis ça, c'est bien. Puis la capacité de découvrir le secret initiatique, on est capable de le faire à travers le rituel, qu'on le fasse en personne ou pas. Ça a peu d'importance dans ce sens-là, dans l'optique où est-ce qu'on peut quand même aller chercher les perles de vérité. On peut quand même contacter l'expérience des autres. On peut quand même échanger. Donc, c'est sûr que le plus possible, on essaie de le garder parce qu'on ne veut pas enlever des choses qui ont une symbolique puis une raison d'être puis perdre des morceaux de cette sagesse-là. Mais dans l'optique où est-ce qu'on l'adapte pour la technologie avec très, très peu de modifications, moi, je pense que ça peut être toujours bénéfique puis que le gros du contenu va être quand même transmis. Et puis, c'est sûr que c'est pour des circonstances exceptionnelles. Puis que quand on fait une tenue par Internet, on doit être conscient que c'est par Internet. Ouais. Puis que de quand même faire la différence entre le plein rituel dans le temple, le rituel adapté, puis savoir qu'on est adapté. Comme par exemple, quand on fait des tenues blanches. Je parle pas des tenues d'instruction, mais vraiment des tenues blanches, ouvertes ou fermées. Le rituel est adapté. Ben c'est la même chose. Il y a une place pour chaque chose. Il y a une place pour un rituel de tenue blanche où est-ce qu'il y a des choses qui sont enlevées. Il y a une place pour un rituel Internet où est-ce que les choses sont adaptées. Puis il y a une place pour le rituel traditionnel qui est dans nos loges. T'as tellement raison. J'avais pas pensé aux loges blanches, tu sais. Parce que justement, tu sais, le meilleur exemple, c'est quand on a fait l'année dernière avec notre frère François Pedavelli, d'ailleurs, on le salue, qui est président du CLIPSAS. Il était venu en loge faire une tenue blanche pour parler de la maçonnerie. Puis on a fait un rituel, mais c'est pas le rituel habituel qu'on a. C'est un rituel qui est vraiment réduit juste pour montrer c'est quoi la maçonnerie. T'sais. Et exactement, par Internet, c'est ça qu'on va devoir faire. T'sais. Puis de toute façon, dans l'histoire, le rite écossais ancien accepté, puis même tous les autres rites, là, je veux dire, même le rite écossais rectifié, il y en a beaucoup, dont ceux en fait de chez nous qui veulent garder le plus l'état original du rite, mais la beauté du rite écossais ancien accepté, c'est que ça se modifie très bien avec soit par le temps ou par la nationalité. Chacun va mettre son essence de locale au rite écossais ancien accepté. Puis le rite, puis par Internet, on met une essence qu'on pourrait dire peut-être internationale. Fait qu'on va modifier certaines choses, puis on va le rendre adapté pour que les gens soient capables de le vivre par Internet. Mais Franco, mais c'est ça le nouvel ordre mondial. C'est une tenue sur le web international. Bon, il va vendre des abonnements, lui, pour le nouvel ordre mondial. Le monde va vraiment, à force de le faire, Sylvain, le monde va vraiment croire que tu fais partie de ça. Là. Ils vont rabouter tous les bouts de vidéos, ils vont en faire un, ils vont dire Sylvain, c'est un Illuminati, finalement. Non, c'est important de le dire. Moi et Franco, là, on est issus, on a commencé il y a plusieurs années, là, on a fréquenté le monde des conspirationnistes. Je l'ai même été moi-même aussi, là, j'en fais mon meilleur culpa, jusqu'à temps que je me suis dit, il y a des informations que je trouvais un petit peu trop saugrenues, et j'ai commencé à approfondir et à faire des recherches pour m'apercevoir que n'importe qui peut s'improviser un expert en quoi que ce soit, puis dans son sol tourner une vidéo puis dire que les reptiliens contrôlent le monde. Puis il a l'air crédible, là, puis là, il va mettre un paquet de choses hors contexte ensemble pour donner un tissu là, d'informations qui va sembler véridique, mais en fait, c'est complètement faux. Donc, moi, quand j'ai commencé à chercher comme ça, puis c'est venu là, tout simplement qu'un soir, j'étais dans ma voiture, puis je me suis dit,
Bon, mais ceux qui manipulent l'information, là, s'ils manipulent la vraie information, ils doivent manipuler aussi la fausse information. Donc, si elle manipule, qu'est-ce qui dit que l'information qui vient à moi, elle est vraie? Donc, j'ai un devoir de diligence à aller approfondir. Donc, c'est de là que m'est venue la découverte d'un paquet de choses qui étaient complètement fausses dans le domaine des conspirations, puis qu'il faut être prudent là-dedans. Aujourd'hui, j'en ris, puis je comprends, c'est un processus dans lequel j'ai traversé, puis j'en suis sorti, grandi, puis je me suis éloigné de ça. Puis c'est la même chose pour les gens, sans vouloir les juger. Les gens qui sont là aujourd'hui, ben dans 10 ans, vous allez peut-être avoir changé d'opinion, puis vous allez avoir discerné dans ça le vrai du faux. Oui, il y a des choses qui sont vraies, mais il y a des choses qui sont complètement fausses. Et en ce qui a trait à la franc-maçonnerie, il y a tellement de fausseté là-dedans, parce que la maçonnerie, là, c'est rien d'autre qu'une école de croissance personnelle. Là. On peut se le dire, c'est ça depuis des siècles. C'est pas compliqué, là. Puis, il faut juste se mettre dans le contexte historique qu'à l'époque, les églises, les religions imposaient un dogme aux gens, alors que la franc-maçonnerie, elle, disait aux gens, voici, on vous offre la liberté de penser. On vous donne le plein pouvoir sur vous-même de vous émanciper puis de penser ce que vous voulez puis de chercher la vérité et non d'acheter une vérité déjà toute prémâchée. Donc, c'est sûr qu'on est devenu, par la force des choses, l'ennemi des religions parce que on apprend aux gens à devenir souverains et non manipulés par quelques dogmes. Donc, c'est pour ça qu'on est devenu l'ennemi public numéro 1. Fait que là, vous pouvez voir comment que ça le passionne, Sylvain, de parler de ça. Hein? On lui a donné 10 secondes, puis finalement... mais t'as tellement raison, puis ça revient un peu à la question d'Olivier dans le chat qui dit « Est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez aux Illuminati? » Je sais que si on fait ça, on va encore activer, je pense, Sylvain, pendant 15 minutes là-dessus, puis je voudrais quand même qu'on continue. Là. Mais, je te laisse aller, Franco, si tu veux l'expliquer. Ben, je sais, moi, je crois pas aux Illuminati. Je dis, pour moi, c'est juste un mythe. Ça revient encore à des histoires qui ont... Ben, en fait, ça a déjà existé, tu sais. Mais en fait, ce serait mieux que toi, Sylvain, que tu l'expliques, mais... je vais faire ça rapidement. Vas-y. C'est juste, dans le fond, une incompréhension. Oui, les Illuminés de Bavière ont existé, puis ils ont été ensuite dissous, puis Adam Weishaupt, qui était à la tête de ça, là, a été poursuivi, puis ça a été... il a été un peu la risée du monde à l'époque. Mais par la suite, il y a un ordre qui s'appelle l'OTO, qui est Ordo Templi Orientis, mieux connu sous l'Église de Satan, qui a été fondée par Aleister Crowley. Non, pas par Aleister Crowley, pardon, qui a été fondée, mais par quelqu'un d'autre. Mais Aleister Crowley a continué l'œuvre de son prédécesseur. Et lui, étant un ancien franc-maçon, a nommé certains grades de son école initiatique, les mêmes titres que les grades de franc-maçon. Et plusieurs de ces membres-là se prétendent être francs-maçons, alors qu'ils ne le sont pas du tout, là, puis ils ne sont affiliés à aucune obédience ou autorité maçonnique mondiale. Donc, le 8e grade de ces organisations-là s'appelle Illuminati. Et sont très, très actifs, ces gens-là, l'Église de Satan, dans le coin d'Hollywood, et plus particulièrement dans le monde des artistes, du cinéma, sont très actifs là. Donc, il y a eu comme un mélange que là, on a mêlé les pommes, les oranges, les cerises, les bananes, on a tout mis ça dans le même palier, puis on a dit, c'est tout pareil. Ils ont fait une grosse salade aux fruits. C'est que les Illuminati, c'est une organisation qui est, à mon sens à moi, qui est quelque chose qui est complètement séparé de la maçonnerie, mais qui est confondu avec la maçonnerie. Bon. Fait que j'espère que ça répond à notre ami Olivier dans le chat. Mais j'aimerais ça qu'on revienne quand même sur le côté Internet parce que oui, on va le voir sur Internet et tout ça. Mais on a quand même plusieurs questions qui viennent dans le chat puis ce serait le fun de répondre. On a Vincent qui dit mais ici, n'est-ce simplement la question de se rassembler? Le but de ces tenues n'est peut-être pas de faire un vrai travail, mais de justement de ressentir la fraternité, le groupe. Ben non, moi je te dirais, pour moi,
c'est un vrai travail quand même. T'sais. Le travail maçonnique, tu le fais quand même, que ce soit en réel ou en virtuel. Pourquoi? Parce que le maçon va produire des planches. Ces planches-là, il va les lire en loge. Les frères et sœurs vont contribuer à cette planche-là. Ils vont apporter des commentaires, des suggestions et tout ça qui va alimenter l'égrégore, la discussion afin que tout le monde en grandisse. Fait que selon moi, le travail va être fait quand même d'une manière ou d'une autre. Là, c'est juste que c'est comment le définir, ce bureau de travail-là, comment qu'on va le définir et tout ça, mais puis comment définir le groupe aussi. Donc, le groupe, ben, tu vois, nous, dans les 2 tenues que j'ai faites, la première, je pense qu'on était 70, puis la deuxième, on était à peu près 50 frères et sœurs qui étaient présents. C'est fantastique, en loge, habituellement, on a des moyennes de quoi, 20, 25 frères et sœurs qui vont être là. L'avantage de l'Internet, c'est que tu peux toucher le monde entier, donc tu peux avoir tout plein de frères et sœurs qui vont venir participer. Vous autres, vous pensez quoi de la question de Vincent, juste? Moi, j'ai cru comprendre qu'à travers les différentes obédiences, les différentes loges, il y a un peu des deux dans la façon de fonctionner. Jusqu'à maintenant, la Grande Loge Annie, il y a eu le choix qui a été pris de faire des tenues qui sont des tenues officielles, des tenues bleues, donc qui incluent le rituel. Puis, on a aussi eu d'autres événements. On a eu des 5 à 7, des rencontres Zoom pour fraterniser. Donc, nous, on a décidé qu'on allait le faire de cette manière-là. Mais il y a d'autres loges qui vont faire vraiment autant juste fraterniser, autant que choisir un sujet, puis chacun élabore sur le sujet. Donc, il y a de tout qui est possible. Puis, je pense que c'est souhaitable que chaque organisation plutôt puisse choisir ce qui correspond le mieux à son groupe. Parce qu'il y en a qui sont très intéressés. Il y en a qui veulent juste discuter entre eux, puis il y en a qui ont décidé que c'était complètement banni les tenues Internet. Et puis, si ça correspond avec le souhait de leurs membres, c'est parfait. Oui. Oui, puis d'ailleurs, au Québec, on a cette réalité-là aussi. Là, on a des loges qui font juste des lectures de planches. Ils font pas de rituel, rien de ça, parce que pour eux autres, le rituel, c'est en loge. Comme d'autres, comme nous, on a fait l'ouverture, la fermeture et tout ça. Comme d'autres qui ont refusé totalement. Donc, ça va vraiment dépendre. Mais tu sais, pour moi, les objectifs de faire ça, c'est continuer à pratiquer notre maçonnerie, mais aussi de réunir ce qui était part, puis de rejoindre les frères et sœurs qui sont isolés malgré, qui ont de l'isolement, qui sont pris. Il y en a des gens qui ne peuvent pas sortir parce qu'ils ont 70 ans et plus. Fait que le fait de rencontrer des frères et sœurs par Internet c'est pas comme une tenue en réel, mais au moins il y a le contact qui est quand même là. Fait que c'est ça qui est intéressant de voir aussi. T'as Michel, en fait, notre frère Michel, qui dit peut-être un rite, là je le vois un peu de loin, mais protéiforme. Ben oui, ben c'est ça, on pourrait... Là, ce serait peut-être planifié puis aller ça, mais emporter ça encore plus loin, mais on pourrait-tu créer un nouveau rite, là, le rite Internet, ça pourrait-tu quelque chose qui pourrait se faire? Vous en pensez quoi de ça? Ah oui, tu pourrais avoir le rite Macintosh, le rite Google. Oh mon Dieu! Et d'ailleurs, si on regarde juste le petit logo de Google Mail, c'est comme évident. Tu reconnais le tablier du maître, là, il manque juste le MB, puis on est rendu. C'est ça. Donc, oui, on pourrait avoir le rituel Google. Effectivement, ça serait ironique d'avoir ça. Ouais, j'irais peut-être pas au mot Google, là, mais d'avoir peut-être un rite uniquement pour Internet, ça pourrait... Écoute, il y a des rites qui se créent pas toutes les années, mais quasiment. Là. Franco, il y a eu le rite de Cerno. Ouais. Il pourrait y avoir le rite de Franco. Oh là là, oh là 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 là. Non, j'appellerais pas ça le rite de Franco, c'est sûr et certain. Sans joke, pour vrai, j'ai parlé, moi, à un moment donné, avec des maçons qui m'expliquaient qu'il y a eu des adaptations de rites qui ont été faits pour ceux qui étaient cheminots dans les trains. La même chose pour des gens qui partaient dans le bois pendant longtemps, des bûcherons et le nom ne vient plus, mais ceux qui conduisaient les bio là, sur les cours d'eau, en tout cas. Le rite forestier, tu parles? C'est ça, le rite forestier. Oui. Donc c'est ça, il y a eu des adaptations qui ont été faites. Donc, pourquoi pas le rite Internet?
Ben oui, ben c'est ça, on pourrait faire le rite Internet, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Puis que ça a juste 3 degrés. Puis après ça, ben, si vous voulez faire plus que 3 degrés, ben, vous irez dans vos obédiences pour les hauts grades. Puis, oui, ça peut être quelque chose qui peut être particulier. Ce qui m'intrigue, c'est l'initiation. Comment qu'elle va se faire? Ben, moi, écoute, là, on spécule, là, puis on dit des choses là, qui sont probablement qui n'arriveront pas, là, pas nécessairement, là, mais l'initiation, pour moi, tu sais, ce qui est initiation, élévation et tout ça, moi, je pense que ça doit être fait quand même en loge. Tu as quand même l'essence qui doit rester là, tu sais. Mais que la loge, elle peut être par Internet, ça, pour moi, il n'y aura pas de problème. Mais je pense que le maçon doit quand même vivre une initiation qui doit être faite en loge. Parce que sinon, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les gens vont peut-être en abuser de ça. Ça veut dire que tu vas avoir on a reçu souvent des messages d'obédience frauduleuse par Internet qui disaient « Envoie-nous 2000 €, puis on va te donner tous les degrés de la maçonnerie. » Je crois pas qu'on peut donner ça par communication par Internet comme ça. Je crois que ça doit être vécu, surtout. Donc, le rituel, ça peut être... En fait, ça peut juste être un... Tu sais, on brainstorm présentement, mais ça peut juste être un rituel un rituel multirite qui peut combiner plein de choses ensemble, qui va faire quelque chose qui peut rassembler tout le monde, puis que tout le monde peut être confortable avec, mais chacun vient de son propre rite. Tu peux avoir des gens du RE2A, du rite français, du Memphis Misraim et tout ça, là. On pourrait l'appeler le rite canadien de Franco et accepté. Ah mon Dieu, il remet encore le mot Franco. J'en veux pas de rite avec Franco là-dedans. Bon, t'as dit. Je me ramasser dans des livres de conspiration, Sylvain. Tu peux pas faire ça, là. Tu peux pas faire ça. Tu es peut-être déjà, là. Ah, ça, probablement. Mais écoute, ça serait quelque chose à voir. Bon, tu vois, Michel, il appelle ça le RIA. Là. Bon, il fait le RIA. Ah! Mais ça peut être plein de... je pense que c'est pour ça qu'il dit c'est le rite... Ah, mais ça, je comprends. C'est le rite Internet ancien accepté. Hein? Ça peut être... Regarde, ça a plus d'allure que le RE2A ou le rite de Franco ou quelque chose comme ça. Ça peut être le rite Internet ancien accepté ou ça peut être le rite Internet nouveau et accepté. Ça peut... Ouais. L'Internet est là depuis 1994. C'est ça. Fait que ça pourrait être le RINA. Je ne sais pas vous réaliser, là, mais à toutes les auditions, on est en train de créer quelque chose présentement. Là, avec le brainstorm, il y a quelque chose de fantastique qui va sortir. Checkez bien ça. Il va y avoir plein de monde qui vont dire on a créé le RINA, qui est le rite Internet nouveau et accepté. Mais il y a un autre aspect des rituels, en fait, des rituels des loges Internet que moi aussi je trouve intéressant. Puis il y a des gens qui ont plus ou moins critiqué, mais ils m'ont apporté quand même certains commentaires sur l'habillement en loge et tout ça, en loge virtuelle. Pour moi, je pense que j'étais quand même assez clair dans mes tenues. C'était important d'avoir le même habillement comme si on était en loge, parce que pour moi, ça a une symbolique d'intériorité. Tu as pris le temps de t'habiller en pingouin, en noir et blanc, de mettre tes gants, ton tablier, ton sautoir, tout ça, parce que tu es dans un moment sacré. Pour moi, c'est super important de séparer le profane et le sacré. Et certains, moi en tout cas, j'ai reçu certains commentaires là-dessus. Vous autres, qu'est-ce que vous en pensez d'avoir des frères et sœurs en petites bobettes pour faire une tenue maçonnique? Croyez-vous que c'est approprié? Moi, je pense pas. En tout cas, c'est nécessairement approprié de faire ça. Mais ça, c'est un rite de porno, mais... Toi, on en crée-tu des rites aujourd'hui, Sylvain? Ça n'a pas de sens. Le rite de porno, le rite de Franco, On va y aller avec le rite de Claudia. Oui, c'est ça, le rite de Claudia. Souveraine grande commandresse du rite de Claudia. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça, l'habillement dans des loges virtuelles? Moi, j'abonde dans le même sens aussi. Je pense que ça fait intrinsèquement partie. C'est un symbole, puis c'est un des seuls qu'on peut avoir. On n'est pas un temple autour de nous, mais on peut avoir nos décors, on peut avoir l'habillement. Donc, ça, je pense que c'est important de le maintenir. Puis, je pense aussi, comme tu dis, que c'est un symbole d'intériorité, puis que ça va nous aider à se remettre dans le même. En réalité, pour pratiquer la maçonnerie, je pense qu'on n'a pas besoin de toutes ces choses. On a simplement besoin d'être là, puis d'être en contact avec l'esprit maçonnique. Ouais. Mais
tout ce qu'on fait, tous les rites, les décors, la façon de se déplacer, le temple, les symboles, c'est tout un contexte qui nous aide à comprendre, intégrer, puis pratiquer la tradition avec un T majuscule. Donc, vraiment, la tradition de l'humain qui s'émancipe. Puis cette tradition-là qui est immuable et inchangeable et qui est universelle, si on veut. Donc, on n'a pas besoin, c'est des supports, mais c'est des supports qui vont aider. Comme tu dis, Franco, tantôt, tu me disais, quand je suis devant mon écran, j'ai de la misère à être concentrée. Ben, parfois, moi aussi, beaucoup plus qu'en loge. Mais le fait d'avoir, de me dire, c'est vrai, mes décors, ma posture, mes affaires, ben, ça va m'aider à retourner parce que c'est des choses qui sont des guides pour moi. Mais c'est des supports seulement. On peut, avec le développement de la connaissance maçonnique, on peut vivre la maçonnerie partout et en tout temps, là. Mais ça vient aider, puis je pense que c'est important parce que c'est quelque chose de nouveau qu'on fait. Tu sais, quand on commence en maçonnerie, on a besoin d'avoir des guidelines, on a besoin d'avoir des choses qui nous sécurisent, qui nous aident à se structurer, puis qui nous aident à se mettre dans l'état d'esprit propice. Donc ça, c'est le cas. Ouais. On peut même avoir, Franco, un bel exemple avec les chevaliers templiers. Les Templiers n'étaient pas toujours dans une église pour prier. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient leur épée, puis ensuite la plantaient dans le sol qui donnait la forme d'une croix, se mettaient à genoux, le genou droit par terre, et ils pouvaient prier, méditer et orienter leur agir. Puis là, ils demandaient le soutien des cieux pour être accompagnés dans leur travail. Donc, ils pouvaient, comme ça, à tout moment du jour, planter leur épée, puis se mettre à genoux et se mettre à prier. Donc, il n'y avait pas besoin nécessairement d'un lieu de culte comme tel. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, le temple, en réalité, tu sais, en tout cas, pour moi, la symbolique du temple, il est aussi à l'intérieur aussi. Tu sais, quand on dit de rentrer à l'intérieur puis de laisser nos métaux à l'extérieur du temple, c'est de laisser tes idées, ton hamster qui roule tout le temps à l'intérieur, à l'extérieur pour revenir à l'intérieur. Fait que tu sais, ton temple, puis où? Je veux dire, il est avec toi, ton temple. Fait que tu peux t'intérioriser puis faire tes affaires. Tu peux mettre ton épée à terre puis justement créer ton église puis être capable... on en revient des concepts religieux, mais tu sais, pour le Templier, c'est ça. C'est qu'il va mettre son épée à terre pour faire son temple, pour être en contact avec le grand architecte de l'univers. Mais je pense qu'on peut le faire aussi d'une certaine manière par Internet en étant individuel, mais en même temps, on est quand même reliés tout ensemble. T'sais. Donc, c'est intéressant qu'on parle de tout ça. Il y a peut-être aussi un autre aspect, peut-être, Sylvain, qu'on pourrait voir aussi, c'est puis on le voit dans les commentaires là, sur le chat présentement sur Facebook. Là, en fait, facebook.com/sous-le-bandeau. Puis il y a aussi les frères et sœurs qui nous écoutent présentement via YouTube. Là, on salue Pascal et notre frère Ronan, que ça a l'air, qui revient de faire un quiz maçonnique. Donc, il pourra peut-être nous en parler un moment donné de ça, ce fameux quiz maçonnique-là. Donc, on les salue. On salue aussi tout le monde sur notre page Facebook. Mais l'aspect que peut-être Vincent veut parler dans l'émission, c'est est-ce qu'il y aurait des frères, tu sais, justement, qui n'ont pas d'infinité avec l'informatique. Puis moi, je veux venir avec ça, c'est l'implication qu'on voit présentement avec les frères et sœurs dans l'obédience présentement. Tu sais, je te donne un exemple. Moi, dans mes calculs, sans nommer le nombre de frères et sœurs qu'on a dans l'obédience, tu sais, mais il y a peut-être présentement, dans cette expérience-là qu'on a faite de loge maçonnique sur Internet, on a probablement un 20% qui sont vraiment impliqués, tu sais, qui viennent participer à ces tenues Internet-là. Il y a un 30% qui connaissent absolument rien de l'informatique, fait que c'est sûr, certains qui, eux autres, ben, ils nous supportent à distance, mais c'est tout. Puis il y a peut-être un 50% là-dedans que je ne sais pas si leur intention post-COVID, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire avec la maçonnerie. Est-ce qu'ils vont vouloir continuer à vivre cette maçonnerie-là ou pas la vivre? J'ai eu cette conversation-là avec plein de frères et sœurs, puis peut-être que dans le chat, les frères et sœurs qui nous écoutent, qui ils vont peut-être pouvoir collaborer à cette affirmation-là. Mais vous pensez qu'est-ce qui va arriver post-COVID avec les intentions des frères et sœurs? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne croient pas nécessairement à ça, ces loges-là par Internet. Mais est-ce qu'on va vraiment les revoir par après en maçonnerie? Moi, c'est quelque chose qui me peut-être pas tracasse, mais qui me questionne. Je me demande, est-ce que la maçonnerie présentement vit son plus grand défi dans sa vie? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Mais moi, je pense que ça va nous rapprocher
mais de façon mondialement. OK. Parce que là, on va pouvoir parler avec des frères et sœurs de d'autres pays, de d'autres endroits, que si ce n'était pas de ce COVID-là, on n'aurait pas eu l'occasion de pouvoir leur parler. Donc, ça va resserrer les liens. Puis ensuite, quand on va voyager, puis on va aller dans ces pays-là, on va aller voir ces frères et sœurs-là, on va échanger avec eux. Moi, je vois qu'il y a du positif là-dedans, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui seront toujours pas familiers avec la technologie. Il faut respecter ça, comme eux doivent nous respecter aussi dans la démarche que l'on fait. Puis, tout va bien aller. Toi, Claudia, qu'est-ce que tu penses de ça? De ça? C'est une bonne question. J'y réfléchissais pendant que Sylvain parlait. Puis je me dis, il y a vraiment les deux côtés. Il y a le côté que Sylvain partage, que ça va nous rapprocher dans certaines circonstances parce qu'on essaie de se tenir ensemble et tout. Puis il y a aussi le côté que il y a peut-être des gens qui vont, tout dépendamment de leur parcours maçonnique, de leurs raisons, de leurs intentions d'être en maçonnerie, de leur situation personnelle, c'est pas impossible que certaines personnes décident de pas poursuivre le parcours maçonnique aussi. Est-ce que c'est la plus grande de la vie maçonnique que nous, on vit jusqu'à maintenant? Je pense que oui, mais que la maçonnerie a eu comme parcours, si on considère tout ce qu'il y a eu, les guerres, les autres pandémies avant, je pense que non. Mais je pense que ça va peut-être amener un changement. Ça va amener, je crois que ça va perdurer. Ça va peut-être amener certains changements, comme les tenues Internet, comme des changements, on va voir selon dans la manière de se fréquenter entre nous. Puis je crois qu'il y a peut-être des gens qui vont se rendre compte avec cette opportunité-là que la maçonnerie, c'est vraiment important pour eux, plus qu'ils pensaient. Puis d'autres, au contraire, qui vont dire « je pense que c'est pas pour moi ». Donc, je pense que c'est vraiment un moment pour faire le point sur différentes choses dans la vie. Puis, le cheminement maçonnique est une voie de la sagesse comme une autre. Il y en a d'autres aussi. Donc, il y en a peut-être qui vont aller vers d'autres voies aussi, puis il faut les respecter là-dedans aussi. Et puis, il y a peut-être des gens qui vont se rendre compte à quel point c'est important pour eux, puis qui vont s'impliquer davantage. Mais c'est effectivement un enjeu pour, d'après moi, les obédiences à travers le monde, de garder les maçons ensemble, motivés, soudés ensemble, leur donner l'envie de continuer leur cheminement, que ça soit personnel à la maison, que ça soit en lien avec les autres. Je pense que c'est un enjeu qui commence à poindre, mais qu'on va voir beaucoup à l'automne, selon moi. Ouais. Moi, il y a quelque chose, Franco, que je pense que ça va faire. Et là, peut-être qu'avec mes propos incendiaires, je vais heurter quelques consciences. Bon, il commence. Je serais porté à croire, moi, puisque quand on fait une tenue comme ça, il y a des maçons de peu partout qui viennent. Ouais. On sait qu'il y a trois mouvements maçonniques dans le monde. Il y a la maçonnerie dite reliée à la Grande Loge d'Angleterre, puis il y a la maçonnerie libérale et la maçonnerie dite irrégulière ou sauvage, ou donc des loges qui ne sont pas rattachées à des obédiences ou à des autorités maçonniques là, reconnues comme telles. Mais je te dirais que dans ces tenues-là, il y a beaucoup de gens qui vont apparaître, qui comme on a vu là, dans notre tenue, on a eu, je crois, quelqu'un qui venait de la Grande Loge d'Angleterre qui a participé à notre tenue. Donc, ce que ça va créer, c'est d'unir toute cette maçonnerie-là qui est quand même divisée. Là, pour ceux qui croient que on est en train de créer une nouvelle ordre mondiale, vous seriez déçus d'apprendre que la maçonnerie, c'est assez divisé, merci. C'est comme en fait les arts martiaux. Là, il y a du judo, du ninjutsu, du karaté, du kung-fu. Tout le monde fait un petit peu son affaire, mais en gros, on fait tous des arts martiaux. C'est le même principe. On fait tous de la maçonnerie, mais on est tous, chacun dans notre coin, on n'est pas vraiment unis. Alors, je pense que cette opportunité-là du web comme ça va faire en sorte que ça va unir les différentes factions de maçonnerie et va finir par amener cette reconnaissance-là, peut-être internationale, où certaines grandes loges vont finir par dire « Bon, ben on est tous maçons, pourquoi pas se respecter et se parler? On n'est pas les seuls à détenir la vérité. » Croyez-vous un jour qu'il va y avoir une grande loge mondiale Internet qui va apparaître? Croyez-vous qu'on va se diriger vers ce genre de choses-là?
Je pensais que tu l'avais déjà fondé, Franco. Ouais. Je suis déçu, là. C'est la GLMF, mais c'est la Grande Loge mondiale de Franco. C'est pas la Grande Loge mixte de France. Fait qu'on salue nos frères et sœurs. Non, ils vont me faire trucider. Mais non. Il y a rien de ça qui existe. Mais non, mais c'est pour poser une question. Est-ce qu'il va y avoir une évolution vers ça? Puis si c'est le cas, est-ce qu'on va avoir encore pas du mépris, mais une genre de guéguerre qu'on a eu depuis quand même une couple de centaines d'années entre justement les maçons de la grande, qui sont reliés avec la Grande Loge d'Angleterre puis les maçons libéraux et tout ça. Est-ce qu'on va faire la même chose? Toi, tu viens d'une loge à Internet, je veux rien savoir, je te reconnais pas aussi. T'sais. Il va peut-être avoir ça aussi qui va arriver dans le futur. Je sais pas. Moi, je serais porté à croire, Franco, que les tenues Internet doivent être des tenues qui sont en bonus de nos tenues Grande Loge. Ouais. Il ne devrait pas y avoir que des Grandes Loges qui sont uniquement sur Internet. Ouais. Ça ne devrait pas exister. Ça devrait être strictement un outil qu'on se sert pour faciliter le contact, puis créer des rituels ensemble pour se retrouver, mais pas vraiment une Grande Loge là, qui ferait uniquement des rituels comme ça. Je trouverais que ça serait pas approprié, je dirais. Ouais. Je trouve ça intéressant ce que vous venez de dire, parce qu'honnêtement, Sylvain, je n'avais pas pensé à ça, le côté de rapprochement entre les trois grands courants de la maçonnerie. Je trouve ça vraiment intéressant. En même temps, Franco, comme tu soulèves un dilemme, est-ce qu'éventuellement, on ne va pas reconnaître les gens qui viennent de tenues virtuelles? Puis Sylvain, ensuite, qui dit ça ne devrait pas être une obédience en tant que telle. Mais je pense que c'est vraiment des questions intéressantes. Il y a comme le cœur du sujet dans ça, je trouve, qui est vraiment intéressant à développer. Puis je trouve que ça peut être possible qu'il y ait une obédience, mais probablement compte tenu que les initiations, les élévations et tout ça, c'est très difficile. Là. J'ai de la misère à imaginer à quoi ça pourrait ressembler si c'est pas fait en personne. Honnêtement, là, c'est difficile juste à concevoir. Donc, puis pourtant, on n'a pas eu de misère à adapter du tout le rituel habituel. Donc, tu sais, c'est un autre niveau, là. Ouais. Mais je pense que ça pourrait être une double affiliation pour continuer à pratiquer, mais qui serait vraiment dans un but justement ça pourrait être là, mais une double affiliation où est-ce que la personne pratique déjà dans une loge, a déjà été initiée, va faire ces grades-là, puis a la possibilité de pouvoir faire des loges aussi peut-être maçonniques, mais qui sur Internet, qui ne sont pas nécessairement de son obédience, où elle aurait une double affiliation, mais sans que les grades soient donnés, que la personne participe au grade qu'elle a dans son obédience première. Il y a peut-être une façon. Il y a une chose aussi intéressante qu'on n'a pas vue là-dedans, c'est au niveau de la mixité. Parce que lors des tenues qu'on a fait, combien de frères de loges masculines sont venus assister à cette tenue-là et ont découvert pour la première fois la mixité. Ouais. Des sœurs qui sont venues lire des planches, puis donc ça crée une certaine ouverture aussi. Moi, je pense que c'est tout un événement qu'on est en train de vivre dans la maçonnerie. C'est un revirement, c'est historique en fait. Qu'est-ce qui se passe là? Moi, je trouve ça vraiment, je trouve ça bien. Tu sais, autant qu'on va dire c'est historique, mais si je reviens dans le chat, là, on a plein de... Écoute, il y a plein de questions. Moi, j'étais tellement excité que de faire des émissions en direct, puis parler avec vous autres, vous me posez 20 millions de questions. On pourrait faire des émissions pendant 20 heures avec ça. C'est sûr que là, il faut que j'aille me promener dehors dans pas long, donc on va devoir terminer bientôt l'émission, mais c'est pas grave. On a quand même quelques questions, j'aimerais ça qu'on couvre, si vous me permettez, mes frères et sœurs. On a Michael Gauthier, en fait, dans le chat de YouTube, qui dit « Bonsoir à tous. Tout d'abord, je suis profane. Votre réflexion m'amène à une interrogation. Des tenues sur Internet, ne serait-ce pas un risque de rupture du secret des secrets de la maçonnerie? Si je peux me permettre pour répondre à ça, parce que en fait, ce week-end, j'ai participé à une tenue de la Grande Loge mixte du Québec et ce sujet-là est venu justement sur la table, de la sécurité Internet. C'est important de comprendre que les logiciels que présentement, en tout cas nous autres qu'on utilise, quand on utilise un logiciel comme Zoom, c'est sûr qu'il y a des questions de sécurité qui sont apparues dernièrement, mais il faut comprendre aussi que Zoom, au départ, c'est une compagnie avant le COVID-19 qui accueillait, je pense, 2 millions d'utilisateurs sur Internet, OK? En simultané.
durant le COVID, ils ont passé de 2 à 300 millions d'utilisateurs. Fait que c'est sûr et certain que là, en ayant tellement plus de millions d'utilisateurs, il y a des failles de sécurité qui ont été trouvées. Mais toutes ces failles-là ont été réparées. Ça veut dire que de bout en bout, le logiciel est encrypté. Donc, que ce soit Zoom, que ce soit Google Meet, que ce soit GoToWebinar ou GoToMeeting, n'importe quelle plateforme, c'est sécurisé. L'encryption est là d'un côté à l'autre. Donc, c'est impossible pour quelqu'un de rentrer sur votre Wi-Fi puis d'écouter la conférence, à moins qu'elle ait accès directement sur votre ordinateur et là, qu'elle voit en partage d'écran tout ce qui se passe. Ça, c'est une première affaire. Deuxième affaire, c'est sûr qu'il va toujours y avoir peut-être des problèmes de sécurité, mais autant comme dans une loge, parce que dans une loge maçonnique, des fois, on va voir des inconnus arriver. Et là, c'est là que ça revient au tuilage, de bien faire son tuilage avec la personne qui va se présenter au temple et de voir si la personne est vraiment a ses qualités de maçon. Moi, quand j'ai fait mes tenues par Internet, la première chose, puis tout le monde qui nous écoute présentement, les auditeurs qui ont participé à nos tenues, ont vu le questionnaire de quasiment 400 pages avec tellement de questions que moi, je revoyais toujours toutes les réponses des gens et je pouvais savoir directement qui était profane et qui n'était pas profane. Et c'est simple parce que, en tant que tel, le secret maçonnique, on l'a déjà dit, c'est quoi le secret maçonnique? C'est votre expérience. Parce que tous les rituels et tout ça, c'est tout disponible sur Internet. La preuve de tout ça, vous allez sur Facebook présentement, là, allez regarder tous les forums de maçonnerie, OK? Tout le monde dévoile. Il n'y a personne puis ça, c'est quelque chose que je déplore à chaque fois, mais il n'y a personne qui garde la discrétion sur des symboles, sur des secrets, ou n'importe quoi l'écriture avec les 3 points et tout ça. Ils s'en contrefoutent. Tout le monde le partage sur Internet. Donc, rendu à ce point-là, je veux dire, pour moi, le seul moyen de confirmer si la personne est vraiment maçon ou pas, c'est avec le tuilage, et pas juste le tuilage régulier. Je vais lui poser des vraies questions de maçonnerie, puis je vais voir comment il va me répondre. Puis c'est le seul moyen de savoir si la personne est vraiment un maçon. Mais tu sais, un risque, il va toujours en avoir. Il va toujours avoir quelqu'un qui va vouloir essayer d'infiltrer d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que ça devrait nous empêcher de faire des travaux sur Internet? Honnêtement, si on y met quand même toutes nos intentions de protéger le plus possible, je crois pas que ce soit quelque chose de Franco, je pense que ça peut juste être bénéfique parce que si la personne s'attendait qu'on allait faire des sacrifices de chèvres ou d'enfants, il va s'apercevoir que c'est pas ça du tout un rituel. Puis non, mais ça va être difficile d'emporter une chèvre ici, puis de la sacrifier devant tout le monde. Je vais tout salir mon plancher. Ma fille va se demander qu'est-ce qui se passe. Je peux pas faire ce genre de choses-là par Internet, de toute façon. Là. Les autres questions, Franco. Ouais. Pour répondre à l'auditeur, je pense aussi que c'est un risque qu'on prend en tant que maçon puis qui est assumé. On a conscience là, qu'il peut y avoir une faille de sécurité, mais en même temps, si un maçon choisit d'utiliser le mode Internet ou le mode virtuel, il est probablement conscient des risques puis il accepte de prendre ce risque-là jusqu'à un certain point. Ouais. Puis, même dans nos temples, Franco, on peut avoir un visiteur qui vient... Ouais. Qui dit qu'il est maçon et qu'il y a une caméra cachée sur lui. Là. C'est ça. On en voit plein sur YouTube, des trucs comme ça. Donc, c'est ça. Fait que il va toujours y avoir des choses comme ça qui va se passer. Mais tu sais... puis on donne toujours, en tout cas nous autres dans nos tenues, on donne toujours l'option aussi au frère ou à la sœur de cacher sa caméra s'il ne veut pas être identifié de toute façon. Fait qu'il y a quand même cet aspect-là de sécurité qui est là aussi à la fin. Mais tu sais, il y aura toujours un risque. Mais tu sais, on dit ça, puis autant aux États-Unis, les frères et sœurs vont se promener, non pas les frères et sœurs, c'est plus les frères là-bas aux États-Unis, mais tu sais, ils vont se promener dehors, ils vont faire des parades avec leur décor maçonnique, qui vont s'identifier eux autres mêmes comme maçons. Donc à partir de ce moment-là, je veux dire, les gens, il y a une bonne majorité qui l'assument, mais autant il faut respecter aussi ceux et celles qui veulent pas le faire par Internet puis qui veulent juste tout simplement attendre le retour au temple. Mais je crois pas que c'est un énorme risque. Je sais que Ronan, il nous dit que c'est la raison pour laquelle la Grande Loge unie d'Angleterre ne les autorise pas. Oui, mais tu sais, encore une fois, ça revient au rituel. Tout est sur Internet. Vous allez, je veux dire, il n'y a plus de secret maçonnique. Que vous allez sur Amazon, vous allez taper le mot maçonnerie, vous allez avoir tous les livres qui existent sur la franc-maçonnerie, sur tous les sujets. Donc, rendu à ce moment-là, il faut juste évoluer. Puis je pense qu'on est rendu à ce point-là, selon moi. Mais bon, c'est pas pour tout le monde, par exemple, tu sais.
Mais c'est ça. Question suivante. Oui, question suivante avant qu'on termine l'émission. Vincent, il nous a parlé encore que pensez-vous des risques de sécurité? Je pense qu'on en a parlé. Mais je pense qu'il a rajouté les entreprises ont pu mettre les moyens pour permettre le travail à distance sécurisé en quelques jours. Mais qu'en est-il des loges? Mais je pense que ça, on vient d'en parler. Toutes n'ont pas d'experts en informatique ou les moyens financiers. Cela ne devrait-il pas être une action à prendre par les obédiences d'offrir un service numérique global et sécurisé? Bien, c'est ça le gros problème aussi, c'est que il y a une majorité aussi des obédiences qui n'ont pas d'experts en informatique. La grande génie, c'est qu'ils sont chanceux pas mal. Ils en ont 3 experts en informatique qui travaillent en cybersécurité. Fait que ça va bien dans ce cas-là, tu sais. Mais c'est probablement pas toute la réalité pour tout le monde aussi. Donc, c'est peut-être une question d'adaptation au fur et à mesure, mais encore une fois, ça va toujours dépendre de la motivation des frères et sœurs à la fin de tout ça. S'ils veulent vraiment se rencontrer, s'ils veulent attendre. Mais on parle de loge Internet, mais il y a aussi des actions peut-être que les frères et sœurs peuvent faire durant le COVID. Il y a des organismes qui ont besoin d'aide et tout ça. Fait que la maçonnerie, c'est beau aussi de le faire par Internet, mais il faudrait voir aussi qu'est-ce que la maçonnerie peut faire durant ces temps-là. Y a-t-il des frères? Si on veut rassembler des frères et sœurs d'une manière ou d'une autre, il y a peut-être des actions qu'on peut poser soit par Internet, soit d'une manière ou d'une autre pour le COVID-19. Là. Donc, c'est des choses aussi qu'on doit réfléchir à ça. Là, donc, je pense que c'est pas mal ça dans les commentaires que je vois présentement pour l'émission. Pascal nous dit ce n'est pas en tenue qu'on peut comprendre la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie se pratique tout simplement. Ben, c'est ça. Donc, je pense que ça résume bien la franc-maçonnerie en tant que telle. Donc là-dessus, mes frères et sœurs, je crois qu'on va être rendu bientôt au mot de la fin. Si on commence avec ma sœur Claudia, ton mot de la fin à toi? Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant les points qui ont été soulevés. Il y a plusieurs choses que j'avais jamais réfléchi, puis là, ça m'amène des belles réflexions, et puis j'espère que chez nos auditeurs, ça sera la même chose. Excellent. Merci, Claudia. Mon frère Sylvain, ton mot de la fin à toi? Je vais essayer de faire ça court. C'est sûr que quand on parle des conspirationnistes, ça me fait toujours vibrer un peu. Là. Un petit peu? Un peu beaucoup même, mais c'est correct. Il faut comprendre que c'est un processus dans lequel on passe dans notre vie, puis un jour, on finit par en sortir, parce qu'on comprend la dynamique de ça, puis c'est correct, il faut passer par là, puis c'est pas un jugement, loin de là, ça fait partie d'un processus de vie, d'apprentissage, c'est correct. Et il y a quelque chose de noble aussi dans ce côté-là, parce que ça prend de ces gens-là pour remettre en question les systèmes établis, l'État et ainsi de suite. Donc, c'est correct, ça en prend une certaine mesure, mais il faut toujours garder en tête de rester prudent, puis d'approfondir qu'est-ce qui est amené, de ne pas croire, pas prendre pour du cash tout ce qui est dit. Fait que voilà, j'ai dit ce que je voulais dire là-dessus. Pour le reste, j'ai trouvé que c'était une maudite belle rencontre qu'on a eue aujourd'hui. On a pu mettre beaucoup de choses sur la table, puis en même temps, bien élaborer un sujet épineux, qui est les loges en tenue Internet. Je pense que c'est quelque chose qui va faire son chemin avec le temps. Puis on va en entendre de plus en plus parler. Ouais. J'ai dit. On va regarder pour le rite de Franco, là, on va regarder ça dans pas long. Là. Hey, merci Sylvain. Moi, pour mon mot de la fin, en fait, écoutez, aujourd'hui, ça a été fantastique. On a fait une émission d'une heure et demie, donc c'est excellent. D'habitude, on fait une émission d'une heure, donc vous avez eu un petit 30 minutes de plus. Puis en plus, nos auditeurs ont embarqué pas mal vers le milieu de l'émission. En fait, là, on a eu plein d'actions durant le milieu, vers la fin de l'émission. Donc, un grand merci encore une fois à tout le monde d'avoir participé sur notre page YouTube et sur notre page Facebook. D'ailleurs, pour ceux et celles qui voulaient nous encourager pour nos chandails, je sais que Claudia veut avoir un hoodie comme ça sous le bandeau et elle m'a fait une remarque en fait sur le site en fait, quand vous allez sur le site de Sous le bandeau, souslebandeau.com, en fait souslebandeau.ca, vous avez un onglet qui s'appelle boutique et cette boutique-là, en fait, c'est une boutique qui vient de T-Republic. C'est une compagnie sur Internet qui
font des designs de t-shirts, en fait, de tasses de café et tout ça, à l'effigie du logo que vous voulez mettre. Et donc, nous, on a envoyé notre logo sur le bandeau. Et à partir de ce moment-là, eux vendent de la marchandise pour nous. Et nous, on fait un minime profit avec ça. Quand je dis minime, c'est qu'un t-shirt, ça nous rapporte 2$. Et là, on a remarqué que les hoodies comme ça, sous le bandeau, sont extrêmement dispendieux. En fait, je crois qu'ils étaient rendus à 64$ ou quelque chose comme ça. Et là, la gang du Fat Pack, donc l'émission de Fat Pack, qui sont un membre Patreon chez nous, là, qui contribue à 3$, là, a trouvé un fournisseur canadien beaucoup moins cher pour les chandails et tout ça. Donc, on va faire une transition là, très bien durant les prochaines semaines vers ce nouveau fournisseur-là qui va vous permettre d'avoir des chandails beaucoup moins chers. Et Claudia, tu vas pouvoir avoir ton fameux chandail sous le bandeau, le hoodie. Ça va être fantastique. Donc, tu vas pouvoir l'avoir. Ça coûtera pas trop cher. Alors, on va devoir négocier avec eux les forfaits et tout ça. Mais ça devrait être très abordable. Donc, on va faire une transition. Et d'ailleurs, moi, quand vous faites une commande, en fait, sur ce portail-là, moi, je ne sais pas c'est qui fait la commande du chandail ou quoi que ce soit. Je vois juste qu'il y a quelqu'un qui a fait une commande. Donc, ce week-end, il y a quelqu'un qui a commandé un chandail et un macaron de l'émission sous le bandeau. Donc, un gros macaron. Je savais pas qu'on vendait des macarons de l'émission sous le bandeau, tu vois. Et on a fait 42 sous sur ce macaron-là. Et pour dire, si c'est l'auditeur ou l'auditrice qui a acheté le chandail et le macaron, si tu veux, je te parle à toi, auditeur ou auditrice qui a acheté le macaron, envoie-nous un message sur notre page Facebook, donc facebook.com/sous le bandeau. Donne-nous ton adresse postale et je vais t'envoyer la vraie épinglette, la pin de l'émission sous le bandeau qui est beaucoup plus discrète qu'un gros méga macaron. Mais si tu veux porter le macaron, il n'y a pas de problème. Mais envoie-moi ton adresse postale, puis ça va me faire plaisir de t'envoyer gratuitement une épinglette de l'émission sous le bandeau. Comme ça, ça va valoir la peine parce que je ne savais même pas qu'on pouvait avoir des macarons. Donc, je ne connais pas la qualité de ce macaron-là, si ça vaut la peine. Mais envoie-nous quand même un message. Ça me fait plaisir d'envoyer cette information, cette belle pin-là pour toi. Donc, à toi, auditeur, auditrice de l'émission sous le bandeau. Là-dessus, je remercie encore une fois tous nos membres Patreon. On a 3 forfaits, forfait à 3$, forfait à 5$, forfait à 7$. À quoi ça sert ces forfaits-là? Ça nous permet de payer nos serveurs de radiodiffusion, la licence qu'on utilise présentement pour être en direct et tout ça. Donc, et en même temps, maintenant, pour les membres Patreon, je le répète encore une fois, on a des émissions qu'on fait de 20 minutes pour les fans. Donc, on est rendu à 2 émissions. La première émission était sur l'équilibre. La deuxième émission était sur le parrainage en franc-maçonnerie. La 3e émission, je vais vous le dire, c'est quoi? Ça sera sur comment faire une loge maçonnique par Internet. Donc, je vais dévoiler les outils que j'ai utilisés. Donc, ça peut être utilisé pour n'importe quel webinaire ou quoi que ce soit. Mais au moins, si votre loge un jour décide de vouloir expérimenter comment faire une loge sur Internet, mais vous allez avoir les outils, puis vous pourrez me contacter en privé après si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit. Si c'est pour égorger des chèvres, malheureusement, je ne serai pas disponible pour vous aider. Vous pourrez prendre l'autre podcast ailleurs, mais bon, tout ça pour dire que ça sera pour aider les loges, puis ça pourra vous apprendre comment faire un webinaire sur Internet, donc ça peut servir pour les deux. Donc, ce sera l'émission numéro 3 qui va apparaître très prochainement. Donc, les pierres brutes, on a le Fat Pack, le forfait à 3$. Les auditeurs flamboyants, on a Cindy, Michel qui est dans le chat présentement, Netilope, Cal-Henri et les maîtres podcasters, on a Eric, Raphaël, Alain, Raymond, Cap Jazz, Dominique, Woody, Laurent, Cédric, Thibaut, Pierre C, Ronan et Pierre D. Donc un grand merci à nos membres Patreon de nous supporter, ça nous fait toujours grand plaisir. Et là-dessus, mon nom est Franco et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!